Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, le sommaire. Coup d'envoi lundi des épreuves du brevet de technicien supérieur BTS. La structure chargée de préparer tous les examens animés un point de presse cet après-midi. L'Eurotab a organisé ce matin une conférence débat. L'APS Niger Arriva a été passé en revue par les conférenciers. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Bonne rupture de jeûne à tous. Point de presse cet après-midi du directeur de l'Office national des examens et concours supérieurs ONEX, Abdelkarim Saïdou, de faire le point des préparatifs des examens du BTS d'État session 2014 qui démarreront le lundi prochain dans notre pays. On l'écoute. Le brevet de technicien supérieur est un diplôme post-bac qui sanctionne un parcours d'enseignement technique du niveau supérieur duré de 2 années académiques. Il se prépare dans les établissements d'enseignement supérieur agréés par l'État. Le BTS est institué au Niger depuis 2003. Depuis 4 ans, il est organisé par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX, qui est un établissement public à caractère administratif. Cette année, la date officielle du début des épreuves du BTS d'État est fixée au lundi 14 juillet 2014. Au cours de ce point de presse, nous allons aborder les questions relatives aux innovations introduites à la session 2014, aux effectifs des candidats, aux différentes filières et à l'aspect organisationnel. S'agissant des innovations introduites cette année, nous pouvons parler de l'ouverture d'un nouveau centre à Maradi qui s'ajoute à l'ancien centre de Niamey. S'agissant des effectifs, nous avons cette année 2806 candidats inscrits répartis dans les 8 jurys, dont 1 à Maradi et 7 à Niamey pour un ensemble de 17 filières. En 2013, l'effectif des candidats inscrits était de 2387. À Niamey, les jurys 2 et 3 sont logés au collège Mariama. Les jurys 4 et 5 au lycée municipal et les jurys 6, 7 et 8 au lycée Issa Korombe. À Maradi, l'unique jury numéro 1 est logé à l'université. S'agissant de l'aspect organisationnel, tout est prêt pour un bon déroulement des épreuves écrites, pratiques et d'ateliers. Les sujets sont fin prêts et ceux de Maradi sont déjà installés. Les jurys sont désignés et installés à Maradi. Pour Niamey, dès demain matin, tout le matériel et les jurys seront sur place. Les convocations des candidats, des surveillants et des correcteurs sont remis aux concernés. Le matériel de composition est sur place, nous l'avons dit. Les jurys sont sécurisés parce que les forces de l'ordre et de sécurité sont déployées partout où ces jurys vont se tenir. BTS 2014, tout est fin prêt au niveau des instituts. Confirmation faite ce matin par certains responsables de quelques écoles de la capitale, n'est-ce pas, Nasser Dantofo? Le brevet des techniciens supérieurs BTS d'État débutera ce lundi 14 juillet 2014. Au niveau des différents instituts de Niamey, les responsables s'activent pour les derniers préparatifs. Tout est fin prêt, nous a confié les responsables des instituts que nous avons visités. Le programme a été normalement exécuté. On avait terminé entièrement le programme en fin mai et tout le mois de juin, nos étudiants n'ont fait que des travaux dirigés avec l'aide de leurs professeurs. De façon pratique, je pense que les étudiants sont mieux armés pour affronter les examens du BTS d'État. Et comme je dis à l'accoutumée, nous allons dérober au taux de réussite. Nous tentons d'augmenter ce taux de réussite par rapport au taux de réussite national. Nous ne pouvons pas être plus forts que le taux de réussite national. C'est que nous savons que nos étudiants, on a toujours quand même été, sinon premier ou deuxième par rapport au nombre de taux de réussite. Nous pensons être dans ce même rang, même cette année. Du côté des candidats, le moral est au bon fixe, surtout que les programmes dans leur ensemble ont été exécutés à plus de 80%. Le moral est plus haut
On a même fini. Là, on est juste venu pour un cours de soutien, les derniers cours comme ça. On s'est préparé au maximum, donc je pense qu'on est bien préparé pour affronter les épreuves du BTS. On nous a bien formés pour affronter les épreuves du BTS. Donc maintenant, c'est à nous de faire le travail, de faire ce qu'on a pu faire en classe. Et c'est à nous d'appliquer ça dans les salles d'examen. Nous sommes vraiment prêts parce que nous avons suivi les formations durant toute l'année. On n'attend que les examens. C'est juste le dernier cours, on vient, on pose nos questions et les professeurs là sont pour nous écouter. À toutes et à tous, on souhaite une bonne chance et bon courage et prie pour que les résultats de cette année soient meilleurs que ceux des années précédentes. Autre aspect de ce journal, quelles sont les implications juridiques, économiques et sociales de l'accord de partenariat stratégique signé le 26 mai 2014 entre le Niger et Areva pour l'exploitation de notre uranium? C'est le thème central d'une conférence débat organisée ce matin par Rotab avec l'appui de Revenu Watch Institute. D'éminents conférenciers ont décrypté l'APS du 26 mai dernier. Le résumé avec nos reporters Abdelrazak Idrissa sur des images de Aboubakar Soleil. C'est le fruit d'une analyse minutieuse sur l'accord de partenariat stratégique Niger-Areva mené par le Rotab qui a été présenté lors de cette conférence débat. Si le dit accord devait être exécuté, quelles seraient ses implications en termes juridiques, économiques et sociaux? Du point de vue juridique, c'est le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan qui s'est prêté au jeu. Lorsque on l'analyse du point de vue sous l'angle juridique, c'est vrai, l'accord a prévu que, dans le chapeau en tout cas, on dit que le renouvellement des conventions de Somaïr et de Cominac se fera conformément à la loi minière de 2006. Mais l'examen du fond de cet accord de partenariat stratégique, en tout cas, ne laisse pas croire qu'effectivement, ce renouvellement se fera dans le respect de la convention minière de 2006 en l'état actuel, sans pour autant que cette disposition ne connaisse un certain nombre de modifications, et on va vous expliquer pour quelles raisons on le dit. L'analyse des implications socio-économiques a, elle, été confiée au président du mouvement patriotique Nuhu Mahamadou Azika, qui les a présentées à l'assistance. Et en conclusion, il retient ceci. Le Rotab, à travers cet exercice d'analyse de cet accord de partenariat stratégique, reste dans la droite ligne de l'accomplissement de sa mission, contribuant de ce fait à la sensibilisation et à l'éveil des consciences des citoyens sur les questions de gestion des ressources minières. En mission sous-régionale, le secrétaire général du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP hors séjour au Niger, notre compatriote Ibrahim Hassan Meyaki, a rencontré hier les membres de la commission nationale MAEP présidée par Ibrahim Yakouba. Le compte rendu de Memouna Daouda. C'est une première rencontre des membres de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP depuis leur nomination par le président de la République par l'arrêté 40 du 18 juin 2014. Une rencontre à l'occasion de la visite du secrétaire du MAEP, notre compatriote, l'ancien premier ministre Ibrahim Hassan Meyaki. Il est au Niger pour expliquer aux membres de la Commission nationale le pourquoi de la création de ce mécanisme par les chefs d'État. Les objectifs du MAEP se résument en un seul mot, la bonne gouvernance. Et lorsque le NEPAD est créé en tant que programme en 2001, il répond fondamentalement à une demande de gouvernance. Oui, donc, dès l'origine, le NEPAD, en tant que programme de développement,
répond à cette exigence de gouvernance sur la base d'un constat très simple. Un certain nombre de leaders politiques africains, dans leur discussion avec ce qui était à l'époque le G7+1, se posent la question de savoir s'il faut qu'ils continuent à être dépendants de l'aide ou s'il faut que l'Afrique puise dans les ressources qu'elle a, ressources de tout type, naturelles, intellectuelles, etc. Et leur réponse est que pour un continent qui a cette densité de ressources naturelles et minérales, qui a la population la plus jeune du monde, qui a la plus forte proportion de terres arables au monde, pour un continent qui a tant de qualité au sens propre, il est évident que ces populations ne peuvent pas être pauvres. Et si ces populations sont pauvres, la raison fondamentale a trait à la gouvernance. Plus de 20 pays africains ont adhéré à ce mécanisme d'évaluation qui a pour rôle d'aider ces pays, dont le Niger, dans cet exercice. Premièrement, d'apporter un appui technique sur des questions de compréhension, mais je suis sûr que cet appui sera très limité parce que la capacité existe de mener à bien l'exercice. Deuxièmement, de veiller à ce que, par exemple, le questionnaire sur lequel vous allez travailler pour faire le premier draft de cette évaluation soit soigneusement utilisé. Lorsqu'on démarre dans une expérience de ce genre, il se peut qu'on puisse interpréter les questions d'une manière ou d'une autre. Donc il est toujours utile d'avoir une structure qui a eu une vision globale de plusieurs expériences dans plusieurs pays, d'avoir ces structures pour aider à résoudre des questions d'incompréhension éventuelles. Si l'exercice n'est pas critique, il ne nous permettrait pas de mesurer nos faiblesses et nos insuffisances. Et donc cela anéantirait notre volonté ou notre capacité à les corriger. Or, le but, c'est ça. La finalité, c'est de nous regarder, identifier nos insuffisances dans les domaines de la gouvernance politique, la gouvernance d'entreprise, le développement socio-économique, et d'y apporter les réponses conséquentes en vue de promouvoir le développement. Composée de 40 membres issus de différentes couches sociales du Niger, la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs sera officiellement installée dans les jours à venir. L'actualité sur le plan politique, le Parti pour la justice et le développement PJD Hakika commémore aujourd'hui son premier anniversaire. Le parti de Maman Hamissou s'est penché entre autres sur la vie de la formation en une année d'existence et pour les perspectives. Nous retrouvons Omar Youssouf pour le reportage. Un an déjà dans l'arène politique nigérien, le Parti pour la justice et le développement PJD peut s'en réjouir de son parcours. Camarades, militantes et militants du PJD Hakika, tout au long de cette année, nous avons mené des activités qui ont suffisamment démontré la dimension et l'ambition nationale de notre parti, entre autres. L'implantation et la dynamisation des structures du parti, le renforcement et sa crédibilité et son rayonnement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'organisation des meetings et la publication des déclarations en vue d'informer et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les problèmes brûlants de la nation. Le développement au plan international d'une offensive diplomatique qui nous a permis de nouer des relations avec des partis du front gauche en France et le PJD du Maroc et d'autres formations politiques dans la sous-région et d'effectuer un certain nombre de visites en France et au Maroc. Les efforts fournis par les militants pour élever le parti méritent une reconnaissance. Le Présidium et le Bureau politique national, tout en se félicitant de la qualité et de la quantité du travail effectué, saluent et encouragent les militantes, militants, sympathisants et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réalisation de ces objectifs. Camarades, plus que jamais,
nous devions être mobilisés et rester en ordre de bataille. Parce que devant la politique arrogante et inconséquente que mène le régime de Mahamadou Issoufou, un régime antipopulaire et dictatorial de Issoufou Mahamadou et de son équipe d'amateurs, d'opportunistes et d'incompétents, la lutte est la seule alternative crédible qui s'offre à nous. PJD projette dans les mois à venir d'organiser son premier congrès ordinaire avant la fin 2014. L'actualité hors de chez nous, la fête nationale en France, ça sera dans 2 jours. Cette année, le 14 juillet prend une dimension particulière puisqu'il donne le coup d'envoi des commémorations des centenaires de la Première Guerre mondiale. Des militaires de tous les pays impliqués dans ce conflit en Europe ont été invités au défilé sur les Champs-Élysées. C'est un gendarme qui fait la circulation sur les Champs-Élysées. Sous ses ordres, uniquement des étrangers. 69 nationalités, plus de 200 militaires venus spécialement pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et les organisateurs du défilé ne sont pas moins sévères avec eux. Tu me dis l'emblème de l'Europe qui se bouge les fesses parce qu'ils n'étaient pas terribles. Non, c'est jamais plus facile que des gens qui parlent parfaitement votre langue, mais ce sont des soldats donc ils sont habitués à obéir à des ordres. Alors avant le 14 juillet, il y a des heures d'entraînement pour mettre tous ces militaires au pas. Car chaque pays a sa propre façon de marcher. La vitesse de la marche est beaucoup plus lente chez nous en Angleterre, alors on lutte pour être dans les temps. Et gauche. Ils sont pleins de bonne volonté, comme vous le constatez, ça se marche super bien. Donc c'est un bonheur de travailler avec eux là. Quand la fanfare s'arrête à l'heure du petit déjeuner, le réfectoire se transforme en tour de Babel. Et même les Français se mettent au turc. Je connais pas exactement comment leur culture, leur grade. Je pose des petites questions par curiosité. Pour les délégations étrangères, c'est aussi l'occasion de visiter Paris et les Invalides. Les militaires laissent leurs armes et prennent les appareils photo. On a parlé aux Anglais, aux Irlandais, aux Macédoniens, des soldats du monde entier que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Des rencontres inattendues, comme ici entre des soldats russes et des militaires ukrainiens en béret bleu. L'ambiance est peut-être glaciale entre les deux pays, mais aujourd'hui, ça ne se voit pas. Nous sommes toujours en France. Cela fait 1 an que ce pays connaissait sa pire catastrophe ferroviaire depuis des années. 7 personnes sont mortes, des dizaines ont été blessées lors du déraillement d'un train qui relie Paris à Limoges. 1 an après, la façade est flambant neuve. Les trains circulent à nouveau. C'est quand qu'il arrive ? Et même s'il n'y paraît rien, le traumatisme est toujours là. Cette mère de famille était sur l'un des quais de la gare quand le train intercité numéro 3657 a déraillé. Moi, j'ai pas eu des blessures visibles, mais bon, j'ai tout vu quand même, donc c'est vrai que ça a été un peu... Là, à l'heure actuelle, j'entends un train passer et j'ai toujours la même sensation depuis l'année dernière, quoi. C'est... Voilà. Et elle n'est pas la seule. Même ceux qui n'étaient pas présents ce jour-là sont mal à l'aise en gare de Brétigny. J'ai pas confiance maintenant, ce qui s'est passé à Brétigny, je me dis que ça peut se passer à n'importe quel moment, n'importe où. Brétigny-sur-Orge, 25 000 habitants. Une ville dont le nom restera à jamais associé à l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires en France. Ici, on essaie de l'oublier, mais ce n'est pas facile. J'ai un ami à moi justement qui est de la Guadeloupe qui est mort dedans aussi, donc ça manque un peu les esprits, quoi. On en parle beaucoup, c'est grave ce qui est arrivé, quoi. Si l'on en parle beaucoup, c'est parce que 4 km de voies traversent cette ville de l'Essonne. La ligne de chemin de fer y est omniprésente. Bien sûr, on ne va pas effacer les victimes, on ne va pas effacer l'accident, mais ce qui compte, c'est que tous les enseignements soient tirés. Je crois qu'il faut faire de Brétigny une gare modèle en matière de sécurité, qu'il faut faire de la ligne une ligne modèle en matière de sécurité. Il y a 1 an, la gare était dévastée. Aujourd'hui, plus aucune trace de la catastrophe. Pas moins de 2 millions d'euros ont été investis par la SNCF pour remettre la gare en état.
À Bretigny, tout a été fait pour oublier l'accident. Mais il faudra encore du temps. 5e jour de l'offensive israélienne sur Gaza. Les raids ont fait jusqu'à 125 morts. L'on apprend que Londres, Berlin et Washington discuteront demain d'un cessez-le-feu sur cette question. Son cortège de bombes quotidien. En moyenne, depuis lundi, une frappe toutes les 4 minutes 30. Direction le sud de la bande de Gaza, avec ses routes désertées. Il faut dire que sortir en ce moment, c'est mettre sa vie en danger. Destruction sur destruction. Dans la ville de Rafah, une nouvelle maison, aplatie. Un commandant de la branche armée du Hamas habitait ici. Son voisin a tout vu de ses appartements. Ça, c'était ma voiture, là. Le chef du Hamas n'était pas là, mais sa famille a été décimée. 5 morts, dont 2 enfants. Un enfant a été propulsé en l'air. Un enfant, un petit. Quelqu'un l'a descendu. Il y a eu une roquette, puis une autre. En tout, 3 roquettes. Et le voisin de nous faire la visite de sa maison. Venez voir ma maison. Ou plutôt de ce qu'il en reste. C'était la plus belle du quartier. Regardez. Il était 5 heures ce matin. Notre homme était assis dans son salon à lire le Coran. J'ai mis le Coran comme ça sur ma tête pour me protéger. Victime collatérale de la guerre entre Israël et le Hamas. Je ne suis pas du Hamas. Je n'ai jamais lancé de roquettes et je n'en ai jamais vu. Un vieil homme passe prendre des nouvelles. Donne-moi ta tête que je l'embrasse. En colère lui aussi contre cette nouvelle opération israélienne. Dans les décombres de la maison, des enfants ramassent quelques morceaux de cuivre, histoire de faire un peu d'argent. Rien ne se perd à Gaza, quelles que soient les circonstances. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.